Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à nos amis qui demandent comment calculer les limites d'une fonction définie par intégrale. Donc aujourd'hui, nous avons choisi deux fonctions qui vont nous permettre d'aborder cette question. Il s'agira alors de déterminer les limites aux bornes de leur ensemble de définitions, d'accord, de ces deux fonctions. Donc, sans plus tarder, nous allons bien, d'accord, définir chacune des fonctions. La première fonction que je baptise f, qui est définie de R vers R, qui a x associe, d'accord, f de x, qui n'est rien d'autre que intégrale allant de e à x de dt sur logarithme népérien de t. Donc, pour cette première fonction qui est grand F, on nous demande de calculer les limites aux bornes, d'accord, de son ensemble de définitions. Donc, il y a deux sous-questions. Premièrement, on doit chercher le domaine de définition de la fonction grand F. Après, maintenant, on va identifier ces bornes et c'est à partir de là que nous allons calculer les limites en ces bornes-là. Premier point, domaine de définition. Domaine de définition de grand F. Comme vous pouvez le constater sur notre chaîne, nous avons fait une très bonne vidéo sur comment déterminer le domaine de définition d'une fonction définie par intégrale. Mais nous allons essayer de réexpliquer un tout petit peu comment, d'accord, on procède. On commence par regarder l'intégrante, c'est-à-dire la fonction à intégrer. Ici, c'est 1 sur t que nous voulons intégrer. Donc, nous allons commencer par chercher l'ensemble sur lequel cette fonction est continue. D'accord, le plus grand ensemble. Donc, nous allons commencer par regarder son ensemble de continuité. Donc, posons pour être beaucoup plus posons. Petit f, d'accord, de t égale 1 sur logarithme népérien de t, c'est-à-dire la fonction à intégrer. Donc, dans petit a, nous allons chercher son ensemble de continuité. Ensemble sur lequel, ensemble de continuité. Premièrement, commençons par regarder son ensemble de définition. Ça, c'est petit f. Il ne faut pas confondre ça avec grand F. Ça fait ensemble, d'accord, de tous les t éléments de R tels que, premièrement, puisque nous avons ici le logarithme népérien de t, il faudrait que son argument soit strictement positif. Donc, t est d'abord positif, mais puisque tout le logarithme népérien est au dénominateur, il faudrait que nous ajoutions la condition que le logarithme népérien de t est différent de 0, tout simplement. Donc ça, c'est la condition lorsqu'on veut déterminer le domaine, d'accord, sur lequel f est défini d'abord. Donc t est positif, signifie quoi? Donc nous allons commencer par traiter chaque contrainte. T est positif, signifie que t appartient à l'intervalle 0 à plus l'infini. Ça, c'est trivial. Maintenant, nous allons résoudre ce problème-là.
Pour résoudre ce problème, nous allons poser tout simplement égal à 0 pour voir, d'accord, en quel point le logarithme népérien de t, d'accord, vaut 0. Le logarithme népérien de t est égal à 0 si et seulement si t est égal à 1. Ça, c'est trivial. Ça veut dire tout simplement que, à cause de cette condition, ça veut dire que nous allons tout simplement priver le 1 dans ce domaine. Nous disons maintenant que le domaine de définition de petit f, ça fait intervalle allant de 0 à plus l'infini, privé, d'accord, du singleton 1, qu'on peut écrire en termes d'intervalle sous la forme 0, 1, union 1 à plus l'infini, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va regarder l'ensemble sur lequel cette fonction est continue. Ce n'est pas du tout compliqué. La rédaction est très simple. On va commencer, comme c'est une fraction, on va commencer par regarder le dénominateur, qui est une fonction très gentille. Donc, la fonction qui à t associe le logarithme népérien de t est continue sur, d'accord, 0 à plus l'infini. En particulier, c'est-à-dire en tout point de 0 à plus l'infini, la fonction qui a t associe le logarithme népérien de t est bien continue. Donc, en particulier, c'est continu sur chaque intervalle, d'accord? Puisqu'il n'y a pas un grand problème ici, on va simplement dire que c'est continu sur le domaine de définition, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 à 1, union 1 à plus l'infini. Maintenant, comme c'est une fraction, on va voir si ce domaine-là, est-ce que notre dénominateur qui est ici, est-ce que c'est vraiment différent de 0 sur le domaine? Oui, bien sûr. D'accord? Parce que c'est ce qui nous a permis de trouver cet ensemble de définitions. Quel que soit t éléments de l'intervalle 0 à 1, union 1 à plus l'infini, virgule, le logarithme népérien de t est différent de 0. Par conséquent, la fonction qui a t associe 1 sur logarithme népérien de t est continue sur, d'accord, sur l'intervalle 0, 1, union 1 à plus l'infini. Ainsi, l'ensemble de continuité, c'est ça. C'est confondu avec le domaine de définition, pas de problème. Il est totalement illusoire de penser que le domaine de définition est toujours égal à l'ensemble de continuité. D'accord? Il y a des fonctions où ce n'est pas le cas, donc c'est toujours bien de vérifier, d'accord, que vous avez votre ensemble de continuité qui est correct. Parfait. Nous avons maintenant notre ensemble de continuité. Donc, pour déterminer maintenant le domaine de définition, puisque c'est la réunion de deux intervalles, pour déterminer le domaine de définition de grand F, il ne faut pas oublier grand F, c'est très important. Donc, je rappelle grand F, c'est intégrale allant de E à X de dt divisé par le logarithme népérien de t, tout simplement. Donc, pour chercher le domaine de définition de grand F, d'accord, ça va être la réunion également de deux ensembles. Donc, le premier ensemble va concerner le tout premier intervalle, très important, et le deuxième ensemble va concerner le deuxième intervalle. Donc, le domaine de définition est, donc je vais dire maintenant que D de grand F, c'est égal à l'ensemble V1 union l'ensemble V2. Donc, le V1 est lié directement au premier intervalle ici, et le V2 est lié directement à cet intervalle. Le V1, c'est quoi? On veut simplement être sûr que les deux bornes-là se trouvent dans cet intervalle. C'est tout. On veut être sûr. Donc, on cherche tous les éléments de R tels que et la première borne et la deuxième borne se trouvent dans le premier intervalle. Et maintenant, V2, c'est pour être sûr que les deux bornes se trouvent dans cet intervalle. D'accord? Donc, allons-y pas à pas. Donc, V1 égale ensemble X éléments de R tels que, premièrement, nous devons avoir E qui doit appartenir à l'intervalle 0,1 et le X lui-même doit appartenir à l'intervalle 0,1. Je l'écris naïvement, d'accord, pour que dans certaines situations,
on ne puisse pas faire des erreurs. Parce que ici, nous savons que E n'est pas du tout dans cet ensemble. Vous voyez, donc cet ensemble-là est vide, il n'y a rien là-dedans. D'accord? Donc, comme E n'appartient pas à l'ensemble 0, 1, alors, d'accord, V1 est vide, tout simplement. V1 ne contient rien du tout. D'accord? Voilà pourquoi, si certains le souhaitent, ils peuvent simplement constater que E n'est pas du tout, d'accord, dans ce premier intervalle, et donc on le laisse, et puis on regarde le deuxième intervalle, E appartient au deuxième intervalle, et donc comme c'est int, tout simplement, le domaine de définition donne directement ceci. Mais on le fait à cause de la deuxième fonction, d'accord, qui va présenter une particularité, et donc si on respecte notre démarche, ça va toujours marcher. V2 égale ensemble x éléments de R tel que E est dans l'intervalle E à plus l'infini, 1 à plus l'infini, et x lui-même est également dans 1 à plus l'infini. Ce qui est le cas ici, pas de souci. D'accord? Donc, V2, c'est égal à l'intervalle 1 à plus l'infini. Parce que c'est le cas, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon. Ça également, c'est bon. D'accord? Parce que le i, c'est dans R, i, c'est élément de ça. D'accord? Quand on détermine cet ensemble-là, ça fait exactement l'intervalle 1 à plus l'infini. D'où notre domaine de définition n'est rien d'autre que l'ensemble vide, qui est l'ensemble V1, union, d'accord, l'ensemble V2, qui est 1 à plus l'infini, qui fait exactement 1 à plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition de la fonction grand F. OK. Maintenant, nous cherchons les limites aux bornes. Nous avons bien entendu deux bornes. 1, qui est la toute première borne, et puis plus l'infini, qui est la deuxième borne. Je rappelle, je vais rappeler f de x, qui n'est rien d'autre que intégrale allant de E à x de dt sur logarithme népérien de t. Pour calculer les limites, d'accord, d'une fonction définie par intégrale, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, premièrement, c'est toujours bien de vérifier si vous pouvez, d'accord, directement calculer cette intégrale. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez trouver une primitive de cette affaire-là, puis vous faites le calcul et donc vous tombez sur des fonctions ordinaires. D'accord? Ça, c'est évident que dans plusieurs situations, les fonctions qu'on va vous donner n'auront pas de primitives élémentaires. Donc, c'est le cas ici, d'accord? Donc, il ne faut pas oublier que ce que je viens de dire va marcher dans certaines situations où on veut tester un peu votre vigilance. Donc, il serait mieux de juste calculer, d'accord, une primitive et puis calculer votre intégrale et vous aurez une fonction élémentaire. Vous calculez, pas de souci. Mais dans le cas où vous ne pouvez pas trouver une primitive, comme le cas-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement penser à encadrer. D'accord? Il n'y a pas 1000 méthodes. Vous commencez par encadrer. Donc, vous savez que, de façon générale, si les deux bornes sont correctes, c'est-à-dire que si E est plus petit que x, par exemple, vous prenez le t qui est ici dans l'intervalle E à x et vous encadrez cette fonction. Dès que vous encadrez, vous allez voir si vous pouvez appliquer le théorème des gendarmes, théorème de comparaison ou bien théorème d'encadrement si vous voulez. Comment ça va se passer? Premièrement, je vais prendre, donc, puisque je vais calculer les limites, je vais prendre x plus grand que E. D'accord? Là, ça me permet de dire, prenons t dans l'intervalle E à x. Parce que là, le E, n'oublions pas, hein, le t, d'accord, est compris entre E et x. Mais avec le domaine de définition que vous avez trouvé, faites attention, le x peut être plus petit que E. Parce que si x, par exemple, parce que le domaine de définition, c'est 1 à plus l'infini, si le x, par exemple, est égal à 1,1, vous voyez qu'il est plus petit que E. D'accord? Donc, il ne serait pas cohérent de dire soit t élément de l'intervalle E à 1,1. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut être sûr que vous avez des intervalles
correcte, non vide, d'accord, pour ne pas faire des erreurs. Donc, on prend x plus grand que e et on va essayer maintenant de prendre t à l'intérieur. Donc, et t maintenant à l'intérieur de ces deux-là. Donc, je vais commencer par encadrer. T élément de e à x signifie quoi? Donc, nous avons alors e qui est inférieur ou égal à t et maintenant inférieur ou égal à x tout simplement. Donc, comme je veux encadrer, sinon majorer 1 sur le logarithme népérien de t, je vais commencer par appliquer le logarithme népérien. Puisque nous savons que le logarithme népérien est une fonction croissante sur 0 à plus l'infini, donc ici, c'est bon, on peut appliquer le logarithme népérien sans changer le sens des inégalités. Donc, nous avons le logarithme népérien de e inférieur ou égal au logarithme népérien de t, inférieur ou égal au logarithme népérien de x. Après, je calcule parce que le logarithme népérien de e est connu, donc ça fait 1, inférieur ou égal au logarithme népérien de t, inférieur ou égal au logarithme népérien de x tout simplement. Maintenant, après, il faudra prendre l'inverse. Pour prendre l'inverse, je vais faire attention, d'accord? Ceci est positif, ceci aussi est positif, ceci est évidemment positif, d'accord? Donc, je vais prendre l'inverse en changeant le sens de l'inégalité parce que j'ai des quantités qui sont positives, ça marche aussi s'ils sont de même signe, d'accord? Donc, on obtient 1 sur logarithme népérien de x qui est inférieur ou égal à 1 sur logarithme népérien de t qui est inférieur ou égal à 1 sur 1 qui n'est rien d'autre que 1. Maintenant, on intègre, d'accord, puisque nous voulons former, d'accord, f de x. Donc, on va intégrer sur l'intervalle 1 à x. Donc, intégrale allant de e à x, d'accord, de 1 sur logarithme népérien de x dt, c'est très important, d'accord, est inférieur ou égal à intégrale allant de e à x de 1 sur logarithme népérien de t dt. Maintenant, inférieur ou égal à intégrale allant de e à x de 1 fois dt. Mais ça, nous allons calculer. Faisons un peu attention. Ce que nous voyons ici, c'est une constante de t, parce que nous voulons intégrer par rapport à t. D'accord? Donc, ceci devient automatiquement une constante. Donc, je peux sortir ça à cause des belles formules que nous connaissons sur les intégrales. Si nous avons, par exemple, intégrale d'une constante fois f de grand X d grand X, comme ça, je peux sortir la constante c pour intégrale de f de grand X d grand X. C'est exactement ce que je vais faire parce que ceci ne dépend pas de t puisque j'intègre par rapport à t. Donc, je vais sortir ça, ça fait 1 sur le logarithme népérien de x intégrale allant de e à x de 1 multiplié par dt. Ceci est inférieur ou égal, mais cette quantité-là, c'est exactement notre fameuse f de x qui est alors inférieur ou égal. Ça, je peux l'intégrer facilement. Ça fait alors t, je cherche une primitive de 1, ça donne t pris entre e, x. Voilà, allons-y. Je fais pareil ici, d'accord? Donc, ça fait 1 sur logarithme népérien de x, crochet, j'obtiens t pris entre e et x, qui est inférieur ou égal à f de x, qui est maintenant inférieur ou égal à x moins e. Calcul de ceci, d'accord? On prend l'évaluation en x moins l'évaluation en e. Donc, je fais la même chose ici et donc j'obtiens x moins e, d'accord, sur le logarithme népérien de x qui est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à x moins e. Donc, il faut savoir encadrer. C'est très, très, très important. Donc, ça, c'est l'encadrement. Mais puisque nous avons pris x qui est plus grand que e, donc on va tendre le x vers plus l'infini. D'accord? Si on tend le x vers plus l'infini, je commence par le faire ici. Donc, si on tend le x vers plus l'infini, je vais dire, oh, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x moins e sur le logarithme népérien de x est égal à quoi? Regardons ça ensemble. Lorsque x tend vers plus l'infini, tout ceci tend vers plus l'infini. Ceci aussi tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que nous allons faire pour calculer cette limite? Nous allons mettre en facteur le x. Donc, ça fait limite
lorsque x tend vers plus l'infini, donc au numérateur, je prends x en facteur. Donc, si je prends x en facteur, on va avoir 1 moins e sur x. On fait la même chose au dénominateur, donc ça fait x facteur 2. Donc, ça fait le logarithme népérien de x sur x. Donc, on peut maintenant simplifier ces deux-là. Et donc, on obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins e sur x sur le logarithme népérien de x sur x. Ça, c'est un cadeau. C'est une limite remarquable. Ça fait 0. Ça, c'est un cadeau également. Ça fait réel sur infini. En termes de limite, ça fait 0 également. Ça veut tout simplement dire qu'au numérateur, nous avons 1 et au dénominateur, nous avons 0. Donc, réel divisé par 0 en termes de limite, ça fait infini. D'accord? Et donc, je vais dire que ça fait infini. Maintenant, quel type d'infini? Nous avons au numérateur 1 qui est positif. Et au dénominateur, nous avons une quantité qui est bien évidemment positive. Pourquoi? Parce que le x tendant vers plus l'infini, ceci est forcément positif. Et le x est également positif. Donc, tout le dénominateur est positif. Donc, ça fait plus l'infini, tout simplement. Voilà. Mais, ce qui est magnifique, on n'est pas obligé, dans le sens strict des termes, d'accord? On n'est pas obligé de calculer cette limite. Pourquoi? Parce que nous avons f de x qui dépasse cette fonction et cette fonction tend vers l'infini. Donc, vous avez f de x qui est supérieur ou égal à une fonction que j'appelle g de x, mais g de x tend vers plus l'infini. Donc, une fonction, comme grand F dépasse plus l'infini, ça veut dire que grand F aussi tend vers plus l'infini. Ça, c'est le théorème de comparaison. D'accord? Donc, il faut être clair, d'accord, qu'on n'a pas du tout besoin de calculer cette limite, même si dans ce cas-là, ça nous aide parce que si on calcule cette limite, on trouve également plus l'infini. On va dire que ceci tendant vers plus l'infini, ceci également plus l'infini. Donc, forcément, ce qui est au milieu tend vers plus l'infini. Mais il faut comprendre que ce n'est pas une obligation ici, d'autant plus que cette limite-là, d'accord, est déjà plus l'infini. Mais par contre, si j'avais commencé par calculer, par exemple, cette limite et que j'obtiens plus l'infini, là, je ne peux pas conclure parce que f est inférieur, d'accord, à une quantité qui tend vers plus l'infini. Ça ne veut rien dire pour f, d'accord? Donc, c'est un peu ça, il faut faire la nuance, d'accord? OK. Donc, or, f de x, d'accord, est supérieur ou égal à x moins e sur le logarithme népérien de x, quel que soit x plus grand que e. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini, d'accord, de f de x est égal à plus l'infini. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre. C'est très important et c'est vraiment important de comprendre cela. Le premier réflexe, c'est de savoir encadrer. L'encadrement, l'encadrement et l'encadrement. Donc, ça peut vous aider à calculer au moins la limite, d'accord, lorsque x tend vers une borne dans plusieurs situations. Donc, si vous maîtrisez l'encadrement, vous pouvez, d'accord, calculer certaines limites aux bornes. OK, on va regarder maintenant la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x. Comment nous allons faire? Évidemment, d'accord, il faut toujours penser à l'encadrement, d'accord? Si ça ne marche pas maintenant, je vais vous montrer ce qu'on fait, d'accord, par la suite. Regardons ceci. Je rappelle toujours f de x pour bien comprendre la chose. Donc, f de x, c'est intégrale allant de e à x de dt sur logarithme népérien de t. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant prendre, parce qu'il faut faire attention, notre domaine de définition, c'est 1 jusqu'à plus l'infini. D'accord? À cause de cette borne-là, nous allons prendre x élément de l'intervalle 1 à e simplement. D'accord? Et donc, dans ces conditions-là, nous allons commencer par encadrer encore une fois. Donc, on va prendre t entre les deux bornes-là. Ça fait... Et cette fois-ci, vous voyez qu'on ne peut pas dire t élément de e à x. Ça n'aura pas de sens. D'accord? Ça serait vide tout simplement. Mais ici, on va dire soit t élément de l'intervalle x
à E. C'est important de le comprendre. Donc, ici, vous avez alors ins qui est inférieur ou égal à T, qui est inférieur ou égal à E. Qu'est-ce qui va se passer? On va simplement faire la même chose, comment on appelle ça? Encadrer, donc ln de ins inférieur ou égal à ln de t, inférieur ou égal à 1. Rassurez-vous, ça donne la même chose comme tout à l'heure, mais il faut suivre la logique, c'est important. C'est pour dire qu'à la fin, on va obtenir, si vous voulez, d'accord, puisque tout est positif encore une fois, d'accord, parce que nous sommes après 1, donc ceci est positif, ceci aussi est positif. Donc on prend l'inverse et on obtient, disons, 1 inférieur ou égal à 1 sur logarithme népérien de t, inférieur ou égal à 1 sur logarithme népérien de ins. Maintenant on intègre, mais il faut faire attention, on va intégrer, d'accord, de x à e. Il faut être logique, c'est important, d'accord. Donc ça fait intégrer allant de x à e, de 1 dt, inférieur ou égal à intégrale allant de x à e, donc dt, qui est inférieur ou égal à intégrale allant de x à e, de 1 sur logarithme népérien de x dt. Donc comme calcul, on sait que ceci va donner 1 moins x. Donc inférieur ou égal à, donc faites beaucoup attention ici, je l'écris d'abord. X à e, 1 sur logarithme népérien de t dt, inférieur ou égal à 1 moins x sur logarithme népérien de x. Donc on l'a déjà fait, c'est la même chose, d'accord? Mais par définition, ça, ce n'est pas f de x. Donc faites beaucoup attention, ce n'est pas f de x. Donc pour utiliser, pour ramener ça à f de x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rappeler de cette formule qui dit que intégrale allant de a à b d'une fonction est égale moins intégrale allant de b à a, d'accord, de f de x dx. C'est très important, d'accord. C'est cette formule que je vais utiliser maintenant en disant que ça fait moins intégrale allant de e à x, d'accord, de dt sur logarithme népérien de t, et je conserve tout le reste, ça fait e moins x. Ici, ça fait e moins x sur logarithme népérien de x, tout simplement. OK. Et donc, si je multiplie par moins 1, je vais changer alors le sens de l'inégalité. Donc, j'obtiens x moins e sur logarithme népérien de x qui est inférieur ou égal à f de x maintenant, parce que là, il n'y a plus le moins, d'accord, qui est inférieur ou égal à x moins e. Voilà. Maintenant, la mauvaise nouvelle ici, c'est quoi? C'est que ceci, lorsque le x tend vers 1, parce que nous cherchons la limite, quand x tend vers 1, ceci donne exactement 1 moins e. Par contre, lorsque x tend vers 1, par valeur supérieure bien entendu, ceci maintenant tend vers exactement, faisons attention, ceci donne 0, mais un 0 qui est positif parce que nous sommes à droite de 1. Mais ceci donne 1 moins e qui est négatif, donc ça fait moins l'infini. Ça fait réel sur 0. Vous voyez, ça ne nous donne pas d'informations parce que ceci tend vers moins l'infini, c'est inférieur ou égal à f de x, ce qui est normal. Et ceci tend vers 1 moins e, rien du tout. Ça veut dire que cet encadrement ne nous permet pas, d'accord, de trouver la limite en 1 par valeur supérieure. Vous voyez? Donc, c'est très important de savoir que en face d'une épreuve, d'accord, vous pouvez utiliser la méthode d'encadrement, mais ça ne vous permettra pas de conclure et donc vous devez effacer. C'est comme si vous travaillez au brouillon et puis après vous effacez. Donc je vous montre ça pour vous montrer que l'encadrement peut vous aider pour certaines limites. C'est-à-dire qu'ici nous avons 2 bornes, mais l'encadrement nous a permis seulement de calculer la limite en plus l'infini, mais pas en 1. On va changer maintenant de méthode pour calculer la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. C'est ça. Mais pour la deuxième fonction, je ne vais plus faire les cas qui ne marchent pas. Je vais directement travailler. D'accord? Donc, c'est ça, il faut comprendre que en face d'un exercice, le brouillon est là pour faire des choses rapidement, pour voir ce qui va marcher. Donc, vous encadrez rapidement pour voir quelle est la bonne qui va marcher. Et puis, vous continuez sur une autre méthode. OK. Rappelons toujours f de x. C'est égal à intégrale allant de e à x
de dt. Ok, donc je vais rapidement faire ça. Donc f de x, c'est intégrale allant de e à x de dt sur logarithme népérien de t. Qu'est-ce que nous allons faire? Ici maintenant, il faut maintenant exploiter les fonctions qui apparaissent. C'est-à-dire que l'intégrande, la fonction à intégrer, vous devez utiliser les propriétés liées à ces fonctions-là. Ça peut être des inégalités connues. Donc, rassurez-vous, si c'est un examen de baccalauréat, vous aurez dans l'exercice, c'est-à-dire avant de calculer la limite aux bornes, vous aurez des inégalités qu'on va vous dire de démontrer. Vous voyez un peu, on va vous dire de démontrer telle inégalité, telle inégalité, telle inégalité. C'est à vous de savoir quelle est l'inégalité appropriée pour maintenant calculer ça. L'inégalité qui concerne, qui touche, d'accord, les fonctions à intégrer, c'est ça que vous devez exploiter. Vous voyez? Et donc, mais pour un concours sérieux, d'accord, on peut ne pas vous donner, d'accord, ces informations-là. Donc, c'est à vous de comprendre les propriétés des fonctions à intégrer et savoir comment l'utiliser. Par exemple, ici, la seule fonction naturelle qu'on voit ici, c'est le logarithme népérien. Mais nous avons des belles propriétés sur le logarithme népérien. Pour visualiser cela, qu'est-ce que je peux faire pour visualiser? Pour que tout le monde regarde correctement. Parce que pour n'importe quel apprenant, on a déjà construit la fonction logarithme népérien dans le cours. D'accord? C'est une fonction, d'accord? Donc, vous avez ici 1. Donc, vous avez ça. Donc, ça, c'est exactement la représentation graphique de la fonction logarithme népérien. D'accord? Mais si vous prenez ce point-là, qui est un point critique, parce que nous travaillons autour de 1. C'est ça, en fait, la chose. Donc, vous regardez autour de 1, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Autour de 1, c'est ça. D'accord? Si vous avez une idée sur la convexité, par exemple, des fonctions, vous devez connaître la convexité de la fonction logarithme népérien et vous pouvez l'exploiter, sachant que la tangente, d'accord, en n'importe quel point doit être au-dessus de la courbe nécessairement, d'accord, en ce qui concerne la convexité de la fonction logarithme népérien. Mais si vous ne connaissez pas les questions sur la convexité, ce n'est pas grave du tout. Il suffit juste de regarder autour de 1 la tangente en ce point. Vous prenez l'équation de la tangente à ce point, c'est ça. Donc, je construis directement. Donc, je fais ça et je construis. Donc, nous voyons que la tangente est au-dessus, d'accord, de cette courbe-là en tout point. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? Ça voudrait dire que si on prend l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, donc je prends la fonction, nous avons la fonction logarithme népérienne. D'accord? Je regarde l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. C'est quelque chose que on a déjà vu aussi, on voit aussi dans le cours naturellement. Donc, cette tangente-là a pour équation y égale à f' et g' de 1, facteur de x moins 1, plus g de 1. Donc, ici, g' de x, nous savons que c'est 1 sur x. Donc, g' de 1, c'est 1, facteur de x moins 1. Mais g de 1, c'est 0. Et donc, nous avons x moins 1, tout simplement. D'accord? Donc, pour cette fonction g que je viens de poser, la tangente, c'est ça. Ça veut dire quoi concrètement? Le fait d'être au-dessus. Le fait d'être au-dessus signifie que pour tout x, élément de 0 à plus l'infini, que le logarithme népérien de x, d'accord, est en dessous, d'accord, de cette tangente. À cause de cette représentation que vous venez de voir. Mais, dans un exercice du bac, on va vous demander de démontrer cette inégalité-là. Donc, vous avez des possibilités, vous ramenez la fonction là sous cette forme-là. D'accord? Et vous dérivez ça. Vous cherchez le signe juste de cette fonction. Ça se fait facilement. Donc, cette inégalité-là, si vous voulez, on va la démontrer, mais c'est une inégalité très courante que vous verrez sur beaucoup d'épreuves, d'accord? La démonstration est simple, il suffit de considérer la fonction h de x égale à logarithme népérien de x moins x, donc on ramène tout ceci ici, ceci également, plus 1. Donc on dérive, c'est une fonction continue et dérivable sur 0 plus l'infini. Et donc h' de x, ça fait 1 sur x moins 1, ce qui donne 1 moins x sur x tout simplement. Donc, on voit clairement que si on fait un petit tableau,
Donc ici, vous avez 0, vous avez 1, vous avez plus l'infini. Donc h' de x, c'est 1 moins x qui s'annule ici. Donc nous avons ici plus. Ici, nous avons moins. Donc nous avons ça, nous avons ça. En 1, ça donne, cette fonction donne exactement 0 en 1. Donc ça, c'est h de x. Donc vous voyez qu'on n'a même pas besoin de calculer les limites aux bornes. On voit clairement que la valeur, disons, maximale, c'est 0. C'est ce que ça veut dire, ce tableau. Donc ça veut tout simplement dire que pour tout x élément de 0 à plus l'infini, nous avons h de x qui est inférieur ou égal à h de 0. C'est-à-dire que h de x est inférieur ou égal à 0. En d'autres termes, le logarithme népérien de x moins x plus 1 inférieur ou égal à 0, pour ne pas dire que le logarithme népérien de x est inférieur ou égal à x moins 1. Donc c'est cette inégalité-là que nous allons exploiter. Donc je reprends. Lorsque vous terminez avec la méthode d'encadrement, s'il existe encore de limites à calculer, vous devez penser aux fonctions qui apparaissent dans le logarithme et dans l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrande, et vous allez exploiter les propriétés, c'est-à-dire surtout les inégalités, d'accord, qui concernent, d'accord, ces fonctions-là, et vous allez voir maintenant comment faire pour calculer la limite. Donc, on va l'exploiter rapidement et vous allez voir que ce n'est pas du tout difficile, c'est trop facile. OK. Donc, on a, quel que soit t strictement positif, le logarithme népérien de t, d'accord, qui est inférieur ou égal, disons, à t moins 1. D'accord? Et donc, quel que soit t élément de l'intervalle x à e, n'oublions pas notre intervalle, puisque nous sommes dans le cas où le x est plus grand que 1, mais, d'accord, le x est plus petit que e, parce qu'on a pris x entre 1 et e. Ça nous permet d'écrire correctement notre intégrale. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, si on prend ça, on va alors dire que, donc, quel que soit le t qu'on prend dans cet intervalle, nous avons le logarithme népérien de t qui est strictement inférieur à t moins 1. Parce que la seule fois où il y a égalité, c'est lorsque t prend la valeur 1. Or, nous savons que t est différent de 1 ici. D'accord? T est différent de 1 parce que t est supérieur ou égal à x et le x est strictement plus grand que 1. Donc, ça, c'est juste pour être sûr de ce que nous faisons. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Ça, c'est positif. Il n'y a pas de souci pour ça parce que t est plus grand que 1. Le logarithme népérien de t est forcément positif. Ça aussi, c'est positif à cause de l'inégalité et aussi à cause du fait que t est plus grand que 1. On va inverser maintenant. Si j'inverse, j'obtiens 1 sur le logarithme népérien de t qui est plus grand que 1 sur t moins 1. Maintenant, on passe à l'intégration. Donc, si je passe à l'intégration, je vais dire que intégrale. Encore une fois, c'est très important de respecter les bornes. Donc, parce que vous ne pouvez pas dire directement que l'intégrale allant de e à x. Non, c'est l'intégrale allant de x à e. L'intégrale allant de x à e de dt sur le logarithme népérien de t est alors strictement supérieur à l'intégrale allant de x à e de 1 sur, d'accord, t moins 1 dt. D'accord? Et donc, ici, si vous voulez, on le fait en même temps, ça fait moins intégrale allant de e à x de dt sur logarithme népérien de t qui est strictement supérieur. Donc, je calcule cette intégrale-là qui est facile. Il suffit de chercher une primitive de ça. Nous avons ici u' sur u. Donc, ça fait le logarithme népérien de la valeur absolue de t moins 1 pris entre x et e. Donc, ça fait moins f de x qui est alors plus grand. Donc, je calcule. Ça fait le logarithme népérien de e moins 1. D'accord? Moins logarithme népérien de x moins 1.
si je veux, je peux enlever la valeur absolue, mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Ce n'est pas mon souci pour le moment. Si vous n'avez pas un souci majeur, il ne faut pas s'inquiéter pour certaines choses. D'accord? La valeur absolue ne me dérange pas du tout pour mon travail, donc je laisse et je travaille. OK. Maintenant, à partir de là, je vais multiplier par moins 1 et donc j'obtiens f de ins qui est strictement inférieur. D'accord? Donc ça fait moins ici et ici plus. Donc ça fait logarithme népérien de ins moins 1 moins le logarithme népérien de e moins 1. Voilà, c'est tout. Donc on vient maintenant, on va calculer cette limite. On va dire, or, la limite, lorsque ins tend vers 1 par valeur supérieure, du logarithme népérien de ins moins 1 moins le logarithme népérien de e moins 1, ça fait quoi? Lorsqu'on tend le ins vers 1, ceci tend vers 0. D'accord? Donc, vous avez déjà la valeur absolue, donc c'est un 0 positif. Donc, à cause de la limite des fonctions composées, on va avoir la limite de logarithme népérien de ins lorsque ins tend vers 0. Donc, ceci tend vers moins l'infini. Comme ceci est un nombre réel, donc le résultat final, ça fait moins l'infini. D'accord? Donc, vous avez une fonction, grand F, qui est inférieure, d'accord, à une fonction qui tend vers moins l'infini. À cause du théorème de comparaison, ceci aussi tend vers moins l'infini, c'est tout. D'où, à cause du théorème de comparaison, la limite, lorsque ins tend vers 1 par valeur supérieure de f de ins, d'accord, est égale à moins l'infini. Donc, on vient de calculer les deux limites, d'accord, les limites aux bornes de notre fonction grand F. C'est tellement magnifique, donc on résume. Donc, premièrement, vous respectez les bornes qui sont données, vous essayez d'encadrer pour voir est-ce que vous pouvez calculer au moins quelques limites. Si vous arrivez, c'est très bien, vous allez maintenant passer à autre chose. Donc, les limites qui restent, c'est-à-dire les bornes restantes, vous cherchez maintenant les inégalités qui existent, d'accord, qui concernent, comment on appelle ça, l'intégrante, c'est-à-dire les fonctions qui apparaissent dans la fonction à intégrer. D'accord? C'est clair qu'au bac, vous aurez ces inégalités qui seront données. D'accord? On va vous dire, bon, de démontrer ci, démontrer ça. Allez chercher ces inégalités-là. Essayez de voir si vous pouvez utiliser le théorème d'encadrement comme je viens de le faire ou bien le théorème de comparaison. Mais pour les concours sérieux, on peut ne pas vous donner ces inégalités. Parfait. Maintenant, on passe maintenant à la deuxième fonction, qui est une fonction très sérieuse que j'ai donnée parce que certes, l'intégrante ne change pas, mais les bornes changent et ça change tout. C'est ça, c'est important. OK. On va l'appeler maintenant G. Défini de R vers R, qui a x associé intégrale allant de x à 2x. Vous voyez? De dt sur logarithme népérien de t. Voilà. La bonne nouvelle ici, c'est que le domaine de continuité, on va juste utiliser notre domaine de continuité de tout à l'heure. Ça ne nous crée pas d'ennui. D'accord? Donc, on pose petit f de t égale à 1 sur le logarithme népérien de t. Nous savons que le domaine de continuité, de petit f est 2 points, 0 à 1, union 1 à plus l'infini. Vous voyez? OK. Allons-y. Le domaine de définition maintenant de grand G, parce qu'il ne faut pas oublier, sans le domaine de définition, on ne pourra pas calculer les limites aux bornes. OK. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons maintenant dire que le domaine de définition de la fonction grand G est égal à V1 union V2. Très important. Très, très important. D'accord? Où V1 est égal. Je calcule V1. C'est l'ensemble des éléments de R tels que les deux bornes d'intégration. D'accord? Les deux bornes. N'oublions pas, c'est très important. D'accord? Les bornes d'intégration. Ici, nous avons ins et nous avons 2 ins. Donc, il faut que le ins soit dans le premier intervalle, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire dans 0, 1, et 2 ins aussi, soit dans cet intervalle.
C'est très important. Voilà. Donc, on va déterminer cet ensemble-là. Puis, on fait V2. V2 va concerner, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intervalle 1 à plus l'infini. C'est tout le secret. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on va traiter rapidement les choses. Donc, qu'est-ce que nous savons? Premièrement, le ins doit être dans 0, 1. Pas de souci. On prend maintenant le deuxième intervalle. Donc, nous avons deux ins qui appartiennent à l'intervalle 0, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux ins est compris entre 0 et 1. Comme ça. Donc, comme nous, on cherche ins, on va diviser par 2, 2. Ça fait alors 0, qui est strictement inférieur à ins, qui est strictement inférieur à 1 demi. Vous voyez? Donc, ici, nous avons ins qui appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Comme ça. D'où V1, ça fait l'intersection de ça avec ça. Mais ça donne 0, 1 demi, tout simplement. Ça, on sait le faire. Maintenant, on va attaquer V2. V2, c'est quoi? V2, ça va être ensemble ins éléments de R tel que la première borne ins soit dans l'intervalle 1 à plus l'infini. N'oublions pas, c'est très important. Et la deuxième borne aussi doit être dans l'intervalle 1 à plus l'infini. Tout est magnifique ici. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Nous savons que quel que soit ins, donc si vous voulez, je traite le premier. Nous avons ins qui appartient à l'intervalle 1 à 1 demi. Donc, deux ins appartient à l'intervalle 1 à plus l'infini signifie tout simplement que le ins, d'accord, appartient à l'intervalle 1 sur 2 à plus l'infini. D'accord? Mais on va faire l'intersection rapidement. Donc, nous avons ici 1 sur 2. Nous avons ici 1. Le premier intervalle, c'est 1 à plus l'infini qui donne ça. Le deuxième intervalle, c'est 1 demi à plus l'infini qui donne ça. Si on fait l'intersection, vous voyez clairement que ça fait 1 à plus l'infini. Ça veut dire tout simplement que V2, ça fait intervalle 1 à plus l'infini. D'où notre fameuse domaine de définition de la fonction grand G. Ça fait 0 à 1 demi, union 1 à plus l'infini. Parce que ça, ce que vous voyez ici, c'est le V1. Ce que nous voyons ici, c'est V2. Vous voyez, c'est tellement simple. Il suffit de comprendre comment ça marche et être très courageux pour affronter, d'accord, le défi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va passer aux limites aux bornes. Voilà, c'est ça. La chose la plus importante que nous voulons découvrir ici, comment calculer les limites aux bornes. Donc, je rappelle le domaine de définition de notre fonction. Nous avons 0, 1 demi, union, 1 à plus l'infini. Donc, on va calculer les limites aux bornes. Commençons rapidement par prendre ins, si vous voulez, élément de ça. Donc, ins, élément de l'intervalle 0, 1 demi. Et t, parce que ici, c'est très magnifique parce que dès que le ins est positif comme ça, ins est plus petit que 2 ins. Il faut que vous remarquez cela. Donc, je vais rappeler la fonction g de ins pour que cela soit clair pour tout le monde. G de ins, c'est intégral allant de ins à 2 ins, d'accord, de dt sur le logarithme impérial de t. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que dès que le ins est positif, le ins est forcément plus petit que 2 ins. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème pour les bornes, à savoir si le 2 ins est le plus petit ou le ins est le plus petit. Non, on n'a pas ce problème-là. Vous voyez un peu? Donc, le ins étant dans cet intervalle, je vais prendre directement t dans l'intervalle ins 2 ins. Voilà. Je vais commencer par encadrer comme tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons ins qui est inférieur ou égal à ins qui est inférieur ou égal à 2 ins. Je prends le logarithme népérien directement. Ici, c'est t. D'accord? Donc, on prend le logarithme népérien de ins qui est inférieur ou égal à logarithme népérien de t qui est inférieur ou égal au logarithme népérien de 2 ins. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Pourquoi? Parce que nous avons ins qui est compris entre 0 et 1 demi. D'accord? Mais t, lui, donc si on encadre encore une fois, nous avons 0 ici. Et ici, nous avons 1. Parce que 2 ins, d'accord, sa plus grande valeur, puisque le ins est entre
0, 1 demi, 2 ins, d'accord, est plus petit que 1. D'accord? OK. Donc, nous avons le logarithme népérien de t qui est naturellement inférieur à 0 parce qu'on sait que si nous sommes entre 0 et 1, nécessairement, le logarithme népérien de t est forcément plus petit que 0. C'est pareil ici, d'accord? Le ins est dans 0, 1 demi, donc ça aussi. Puisque nous avons une inégalité dont les membres, chaque membre, chacun des membres, les membres sont de même signe négatif, lorsqu'on prend l'inverse, on change le signe de l'inégalité. Pas besoin de rendre ça positif, on n'en a pas besoin. D'accord? OK. Donc, quand je prends 1 sur le logarithme népérien de 2 ins, c'est inférieur ou égal à 1 sur le logarithme népérien de t, c'est inférieur ou égal à 1 sur le logarithme népérien de ins, tout simplement. Et donc là, je vais intégrer, d'accord? Comme je le disais, les bornes sont normales, il n'y a pas de problème. Donc, j'intègre le ins à 2 ins de 1 sur le logarithme népérien de 2 ins dt inférieur ou égal. Donc, je vais l'écrire en même temps. Bon, j'écris d'abord ins à 2 ins de dt sur le logarithme népérien de t inférieur ou égal à intégrale allant de ins à 2 ins de 1 sur le logarithme népérien de ins dt. Comme tantôt, on va sortir ceci parce que c'est une constante par rapport à t. Donc, ça fait 1 sur le logarithme népérien de 2 ins, intégrale allant de ins à 2 ins, de 1 fois dt, qui est inférieur ou égal. Ça, c'est quoi? C'est f, c'est g de ins, notre fonction, qui est inférieur ou égal, on sort 1 sur le logarithme népérien de ins, multiplié par intégrale allant de x à 2 ins de 1 fois dt. Mais ceci, nous savons qu'une primitive, on l'a fait tout à l'heure normalement, mais je pense que ça fait 1, ça fait t, pardon, pris entre ins et 2 ins, qui est inférieur ou égal à g de ins, inférieur ou égal à 1 sur le logarithme népérien de x, encore une fois t, pris entre ins et 2 ins. Donc, je fais l'évaluation en 2 ins, ça fait 2 ins. L'évaluation en ins, ça fait ins. La différence, ça fait ins. Donc, on obtient ins sur le logarithme népérien de 2 ins, qui est inférieur ou égal à g de ins, qui est inférieur ou égal à ins encore sur le logarithme népérien de ins. Vous voyez, on vient de finir avec le premier encadrement. Maintenant, on va regarder les limites. Vous voyez, quand on tend le ins vers 0 ici, qu'est-ce qui se passe? Au numérateur, nous avons 0. C'est ça qui est bon. Nous avons 0, mais au dénominateur, nous avons moins l'infini. 0 sur infini, en termes de limite, c'est 0. Donc, on va dire or limite, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, de x sur le logarithme népérien de 2 x, c'est 0. C'est en même temps égal à cette limite. Limite, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, de x sur le logarithme népérien de x. C'est une bonne nouvelle. D'où, en utilisant le théorème des gendarmes, on conclut que la limite de g de x, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ça donne 0. Il n'y a pas autre chose. D'accord? Voilà. Donc, le premier encadrement nous a permis d'avoir de très bonnes informations sur la limite. Mais puisque nous sommes toujours dans l'intervalle 0 à 1 demi, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tend le ins vers 1 demi. Ça, c'est un bon réflexe. Mais si le ins tend vers 1 demi, celui-là, celui qui est ici, tend vers exactement quoi? Parce que là, on va mettre 1 demi ici, par valeur inférieure, bien entendu. On voit que ça donne moins l'infini. Mais ici, quand le ins tend vers 1 demi, ça donne un nombre qui n'est pas moins infini, ça donne un nombre réel. Donc, ça veut dire qu'en 1 demi, cet encadrement ne nous permet pas du tout de calculer la limite en 1 demi. Donc, on va chercher une autre méthode après. C'est bon? OK. Donc, on continue. Maintenant, on va prendre maintenant le ins maintenant dans l'intervalle 1 à plus l'infini pour voir aussi l'encadrement de ce niveau-là. D'accord? Et donc, en réalité, comme je le disais tantôt, ça ne va pas changer. C'est le même encadrement normalement parce que dans ce cas-là, le ins va être... c'est exactement le même encadrement. Et puis, on obtient exactement ins sur logarithme népérien de 2 ins qui est inférieur ou égal à g de ins qui est inférieur ou égal à x sur logarithme népérien de x.
il faut le faire, c'est la même chose, hein. Même étape, il n'y a pas de changement. Je vais juste copier exactement cet encadrement. Et puis, c'est tout, quoi. Maintenant, je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Or, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x divisé par le logarithme népérien de 2x, ça fait infini. D'accord? Je l'ai calculé tantôt. Ça fait plus l'infini. D'accord? Si vous voulez, bon, c'est pas... je ne sais pas si vous voulez la preuve exacte. Vous pouvez simplement voir que ceci, ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur logarithme népérien de 2x sur x. Et donc, on lui passe un 2. On met les 2 là. Donc ça, c'est une limite remarquable qui donne 0. Un 0 positif. Donc on obtient 1 sur 0 positif qui donne plus l'infini. Encore une fois, on n'a pas besoin d'aller chercher cette limite parce que g est plus grand que cette fonction alors que cette fonction tend vers déjà plus l'infini. Donc la fonction la plus grande aussi tend vers plus l'infini. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x aussi donne plus l'infini. Donc c'est ça. C'est ce que les encadrements nous ont permis de faire. Maintenant, il nous reste exactement, je vais regarder maintenant en 1 par valeur supérieure, est-ce que cette fonction, cet encadrement nous permet de conclure. Ceci, quand x tend vers 1, nous avons ici un nombre, ça fait 1 sur le logarithme népérien de 2, c'est bon. Mais quand x tend vers 1 ici, nous avons plus l'infini. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ici, vous avez plus l'infini. G étant inférieur ou égal à une fonction qui tend vers plus l'infini ne nous permet pas de conclure sur G. D'accord? C'est très important de le comprendre. Donc, on va maintenant chercher d'autres moyens pour calculer les deux limites restantes. Il s'agit de la limite, si vous voulez, en 1,5 et de la limite en 1. Donc, je vais commencer par calculer la limite en 1. Limite en 1 par valeur supérieure. Donc, comme tout à l'heure, comme c'est la même fonction intégrante, je vais utiliser l'inégalité que j'avais utilisée pour le logarithme népérien. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est 1. Donc, j'avais tracé ceci. J'ai même démontré. D'accord? Quand vous prenez la tangente ici, c'est toujours au-dessus de truc là, quel que soit le t. Donc, ça veut dire que si on reste, donc, quel que soit t, positif, virgule, le logarithme népérien de t est inférieur ou égal à t moins 1. Donc, si on prend x toujours dans l'intervalle, si on prend x plus grand que 1, on va montrer alors que quel que soit t élément de l'intervalle x à 2x, que le logarithme népérien de t est strictement inférieur disons à t moins 1, si je prive t quoi? Si je prive t égale à 1. Parce que pour t égale à 1, on obtient ici 0. Ici également 0. Donc si on enlève t, avec t différent de 1, tout simplement. Nous avons cette inégalité. Donc je peux prendre l'inverse. Ça va être plus grand, parce que nous avons des quantités positives. Ça va être plus grand que ceci. Et donc je passe à l'intégrale. Intégralement de x à 2x. De 1 sur logarithme népérien de t dt est supérieur à l'intégrale de x à 2x de 1 sur logarithme népérien de t moins 1 dt. Ok, allons-y. Ça veut tout simplement dire que g de x est supérieur au logarithme népérien de valeur absolue de t moins 1. Là, je calcule la primitive, une primitive, puis je l'évalue en x et en 2x. Donc, ça veut dire que g de x est plus grand que le logarithme népérien de 2x moins 1 moins le logarithme népérien de la valeur absolue de x. Et donc, à cause de la formule de log de a moins log de b, ça fait ln de a sur b. Et donc, j'obtiens 2x moins 1 sur x tout simplement. X moins 1, hein, sorry, ici, x moins 1. X moins 1. Voilà. Donc, nous avons g de x qui est plus grand que ça. Donc, quand on tend, on n'était même pas obligé rigoureusement de faire tout ça là. On n'était pas obligé. Je vais seulement calculer les limites. Or, la limite,
lorsque ins tend vers 1 par valeur supérieure du logarithme impérial de 2 ins moins 1 moins logarithme impérial de ins moins 1, ça donne plus l'infini, tout simplement. Parce que ceci donne plus l'infini, d'accord? Je vais insister là-dessus. Ceci donne moins l'infini, on l'a fait tout à l'heure. Le moins là vient, ça donne plus l'infini. Or, ceci, lorsque ins tend vers 1, d'accord, tout ceci donne exactement, je vais bien regarder, ça fait 2 moins 1 qui donne 1. ln de 1, ça fait 0. Donc, ceci donne 0. Ceci donne plus l'infini. Donc, le résultat final est plus l'infini. Comme g est plus grand, que cette fonction et la fonction là tend vers plus l'infini, en utilisant le théorème de comparaison, on conclut que la limite, lorsque ins tend vers 1 par valeur supérieure de g de ins, en réalité, ça fait plus l'infini, tout simplement. Voilà. Il nous reste simplement une seule limite et puis c'est fini. Ok. Je vais écrire correctement les choses. Je rappelle que g de ins, c'est intégral allant de ins à 2 ins de dt sur logarithme impérial de t. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous savons? On va prendre maintenant, comme nous voulons chercher la limite en 1,5, nous allons prendre ins entre 0 et 1,5. C'est-à-dire le premier intervalle de notre ensemble de définition. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que nous savons ici, si nous prenons t, d'accord, si t est dans l'intervalle 0,1, d'accord, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que t au carré va être inférieur ou égal à t. Et donc, t, d'accord, et alors, comme c'est positif, si je prends la racine va être inférieur à la racine carrée de t, tout simplement. Donc, je prends maintenant le logarithme impérial de t, qui est alors inférieur ou égal au logarithme impérial de la racine carrée de t. C'est-à-dire que le logarithme impérial de t est inférieur ou égal à 1,5 de logarithme impérial de t, tout simplement. Ok. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je sais que on a le logarithme impérial de t qui est déjà inférieur ou égal à t moins 1. On le sait déjà. Donc, je vais comparer maintenant ce t moins 1 avec 1,5 de... C'est-à-dire que je veux en quelque sorte ordonner ces trois nombres-là, ces trois expressions. Ça, et puis, disons, ceci. Donc, nous savons déjà que ceci est inférieur ou égal à ça. On va comparer rapidement. Qu'est-ce que la comparaison nous donne? Donc, nous allons poser une fonction intermédiaire que nous appelons h de t, qui va être égal à 1,5 de logarithme impérial de t moins, disons, t moins 1. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait 1,5 de logarithme impérial de t moins t plus 1. Donc, on calcule h' de t parce que c'est une fonction, une très bonne fonction. Ça fait 1,5 fois 1 sur t moins 1, ce qui donne 1 sur 2t moins 1, ce qui nous donne 1 moins 2t sur 2t. Donc, on fait un tableau rapidement pour comprendre ce que nous faisons. Ça fait t, ça fait 0, ça fait 1,5, ça fait 1. D'accord? On a pris globalement ça sur cet intervalle. Donc, nous savons qu'avant 1,5, ça va être plus. Après 1,5, ça va être moins. Voilà, ça c'est h' de t. Mais le h de t nous donne quoi? Donc, nous avons ceci et nous avons ça. Donc, en 1, nous savons que h nous donne exactement 0. Donc, je mets ici 0. En 0, la limite en 0, ça fait moins l'infini. Je mets ici moins l'infini. Et donc, ça, il nous reste simplement h de 1,5 à calculer. H de 1,5, ça fait 1,5 de logarithme impérial de 1,5 moins, entre parenthèses, 1,5 moins 1. Et donc, ça fait 1,5 de logarithme impérial de... Ça fait moins 1,5 logarithme impérial de 2 plus 1,5. Et donc, ça fait 1,5 facteur de 1 moins logarithme impérial de 2. Donc, ceci nous permet d'avoir 1,5 de logarithme impérial de, si vous voulez, e sur 2. Bon, de toute façon, tout ceci est positif. D'accord? Donc, nous avons ici 1,5 de logarithme impérial de e sur 2 qui est positif. Donc, ça veut dire que entre 0 et 1,5, nous avons une racine, d'accord, qu'on va appeler alpha.
Donc, ça veut tout simplement dire que si nous prenons x, d'où si x appartient à l'intervalle 0 à 1,5 avec x très voisin, très proche, si vous voulez, je vais juste prendre x allant de alpha à 1,5, alors on a quel que soit t élément de l'intervalle x à 2x, parce que le x est après alpha, d'accord? Ça voudra dire tout simplement que nous avons le h de t qui est positif, tout simplement. H de t, d'accord, est supérieur à 0. D'accord? Si on prive, par exemple, les 1,5, c'est-à-dire c'est seulement... oui, strictement supérieur à 0, il n'y a pas de souci ici. Donc, ici, ça veut dire tout simplement que 1,5 de ln de t est strictement supérieur à t moins 1. C'est-à-dire que ln de t est strictement supérieur à 2 facteurs de t moins 1. À partir de là, on prend les inverses. Donc, 1 sur logarithme népérien de t, puisque les deux sont de même signe, est alors inférieur à 1 sur 2 facteurs de t moins 1. Alors, à partir de là, on va intégrer allant de x à 2x, de 1 sur logarithme népérien de t, dt, est inférieur à intégrer allant de x à 2x, de 1 sur 2 facteur de t moins 1, dt. En réalité, ça veut dire que g de x est strictement inférieur à 1,5 de intégrale de 1 sur t moins 1 dt entre x et 2x. Donc, j'obtiens que g de x est strictement inférieur à 1,5 du logarithme népérienne de la valeur absolue de t moins 1 pris entre x et 2x. Nous obtenons alors 1,5 de logarithme népérien de 2x moins 1 moins le logarithme népérien de x moins 1. D'accord? Par conséquent, nous avons g de x qui est plus petit que ça. Or, limite, lorsque x tend vers maintenant 1,5 par valeur inférieure de 1,5 facteur de logarithme népérien de la valeur absolue de 2x moins 1 moins le logarithme népérien de x moins 1, ça c'est égal à quoi? Donc quand on met 1,5 ici, c'est un nombre réel, il n'y a pas de problème ici. Mais ça, ici, ça donne 0. Quand on met 1,5 là, ça donne 0. Et le logarithme népérien de 0 en termes de limite, c'est-à-dire que la limite de fonction composée, ça donne moins l'infini. Donc tout ceci est égal à moins l'infini. Donc nous avons g de x qui est inférieur à une fonction qui tend vers moins l'infini. D'accord? Donc la limite de g de x aussi, quand x tend vers 1,5, par valeur inférieure est égale à moins l'infini. C'est tout. Donc nous venons de calculer les 4 limites, d'accord, aux bornes, d'accord, de la deuxième fonction. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.